Bonjour, merci Paul de m'avoir invité dans ce séminaire extrêmement intéressant à parler un petit peu de l'école et la place de l'école. Pourquoi? Bien effectivement, on voit qu'avec les controverses suscitées par certaines innovations technologiques, l'importance de l'éducation, préparer les citoyens à les recevoir, à les comprendre, est certainement quelque chose d'essentiel. Donc il m'a été demandé de dire en quoi l'école pouvait préparer les citoyens dans son enseignement secondaire général, c'est-à-dire des citoyens, des élèves qui suivent un enseignement général et non pas un enseignement spécialisé, comme des enseignements technologiques de biotechnologie où ils sont confrontés directement au contenu, mais bien, disons, le citoyen lambda en collège ou en lycée d'enseignement général. Donc je vous propose d'aborder ce sujet selon 3 angles. D'abord, qu'aborde-t-on de la biologie moderne et des biotechnologies dans l'enseignement secondaire et avec quels objectifs, de quelle façon? Ensuite, cette façon d'aborder la biologie moderne et les biotechnologies a-t-elle une dimension éducative qui prépare les futurs citoyens à aborder ces innovations? Et puis enfin, à côté de cette approche centrée sur la biologie et sur les biotechnologies, n'y a-t-il pas d'autres approches dans l'école qui peuvent aussi permettre aux citoyens de se former à aborder ces innovations? L'enseignement de biologie et de biotechnologie touche essentiellement la discipline des sciences de la vie et de la terre, dans laquelle je crois qu'on peut dire que l'enseignement cherche à être un enseignement de la biologie moderne. Moderne d'abord par ses contenus. On y parle on y travaille sur des résultats de séquençage, avec comme objectif de comprendre les processus évolutifs, comprendre les mutations, les relations de parenté entre êtres vivants, faire des reconstitutions phylogéniques. Et le séquençage des gènes est un des outils, ainsi que la comparaison des séquences, bien sûr. L'optique est aussi de passer du génotype au phénotype, ce qui doit préparer à comprendre les différentes étapes d'un certain nombre de processus biotechnologiques. D'autre part, on y travaille aussi avec des représentations moléculaires de protéines, par exemple, en associant la forme des protéines, leur structure, avec leur fonction, à un niveau qui n'est certainement pas celui auquel nous avons eu accès dans ces 2 journées, mais qui permet quand même, en gros, de se construire une représentation des phénomènes. Et tout ceci est fait avec ce que j'oserais à peine appeler de la bioinformatique pour les jeunes, mais il y a dans l'enseignement des logiciels dédiés, un logiciel fait par l'INRP, l'Institut national de la recherche pédagogique, qui est un logiciel Anagène, qui donne de façon très accessible le moyen, par soi-même, à partir de quelques séquences, de les comparer, de les aligner. Et puis le logiciel Rasmod ou Rastop, qui permet de comparer des protéines en PDB. Donc les élèves le font. Vous voyez là, j'ai pris quelques exemples avec des mutations d'enzymes ou une relation enzyme-site catalytique. Voilà. Donc les élèves sont quand même familiarisés avec ces approches modernes. C'est sur les objets, mais il me semble que ce ne serait rien si, comme disait Dobzhansky, rien n'ayant de sens en biologie qu'à la lumière de l'évolution. Eh bien, c'est surtout, je pense que cette biologie est moderne parce qu'elle est en permanence reliée à la compréhension, à la construction du concept d'évolution. Et j'ai été frappé dans ce que j'ai pu entendre comme conférence à quel point toute la biologie appliquée que vous pensez est en permanence construite dans un dialogue et s'appuie sur une pensée évolutive qui est véritablement une pensée opérationnelle. Le deuxième point, je crois, qui me semble essentiel pour faire une biologie moderne, c'est de faire d'accomplir une véritable démarche scientifique, c'est-à-dire de faire un enseignement de la science qui ne soit pas simplement raconter la science, mais qui soit véritablement fondé sur une certaine rigueur épistémologique. Voici un extrait du programme de collège qui est rédigé en compétences. Vous avez peut-être entendu parler du socle commun de contenu et de compétences qui est la base de l'enseignement de collège et qui se décline en contenu, capacité, attitude. Capacité, l'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives, etc. L'élève doit être capable de pratiquer une démarche scientifique, observer, questionner, formuler une hypothèse, la valider, modéliser de façon élémentaire. Le terme de modèle, il me semble-t-il, ici extrêmement important. C'est se construire une représentation et savoir que la science est modèle. Comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et les langages mathématiques, et surtout manipuler, expérimenter en éprouvant la résistance du réel.
C'est-à-dire que nous nous efforçons toujours, et les professeurs savent le faire, de bien montrer que la science n'est qu'une représentation du réel, des modèles qui se construisent, et que le propre de la science, c'est cette confrontation permanente entre le modèle et le réel, qu'elle doit être requestionnée. Que ce doute, qui est ce doute scientifique, s'accompagne aussi d'une certaine robustesse. C'est-à-dire qu'à certains moments, la science établit des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer et faire des propositions. Il me semble qu'on est tout à fait dans l'idée d'accepter les innovations. Et surtout, ce doute doit être accepté, car il y a une phrase qu'on ne devrait plus jamais entendre, c'est « les scientifiques ne sont même pas sûrs que, donc on ne fait rien ». Et dire « les scientifiques ne sont même pas sûrs » comme un argument, c'est à mon sens un paradoxe épistémologique, puisqu'un scientifique qui dirait « je suis sûr que » ne serait peut-être pas vraiment scientifique. Voilà, dans l'idéal, ce que l'on aimerait mettre en place. Donc un enseignement de biologie moderne à la fois par ses contenus et par son sens, en quelque sorte. Quant aux biotechnologies, eh bien, je vous avoue que j'ai repassé les programmes un peu au microscope pour essayer de trouver des occurrences, et avec beaucoup de difficultés, ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, alors, surtout pour trouver des indications implicites. En sixième, vous avez dans le programme des pratiques au service de l'alimentation humaine, et qui amène à aborder la transformation des aliments, avec l'homme maîtrise l'utilisation des micro-organismes à l'origine de cette transformation. Bon, donc voilà une mention explicite. En terminale, une fermentation pour l'étude du métabolisme. Et puis la transgénèse. La transgénèse est quand même un des arguments qui est utilisé pour argumenter l'universalité de l'information scientifique et de son codage. Donc voilà quelques mentions très explicites. Mais finalement, quand on regarde les programmes, alors là je ne détaille pas, parce que justement tout cela est d'initiative des professeurs, les biotechnologies peuvent être présentes un peu partout, elles sont présentes en filigrane, mais en même temps, un professeur qui souhaite, pour appuyer son cours et l'argumenter, introduire des biotechnologies, peut le faire. Je vous donne là un exemple un peu paradoxal, c'est un tout petit extrait du sujet de l'agrégation interne de l'année dernière, qui portait sur le terme du développement durable, et dans lequel nous avons demandé aux candidats de faire un travail autour de la synthèse d'hydrocarbures par des microalgues. Et nous n'avons pas eu de recours légal. Donc personne n'est venu nous dire c'est pas au programme et ça ne doit pas être traité. Alors, à l'inverse, j'estime que c'est donc parfaitement valide. Il faut un petit peu d'imagination parfois pour l'introduire, mais c'est possible. Et puis il y a des disparitions. Avant, jusqu'à l'année dernière, il y avait en première LES, donc pour des élèves littéraires et des sections économiques et sociales, mais présentés à partir de questions de société, la transgénèse et ses applications autour de la thérapie génique, des OGM, et le traitement des eaux. Mais tout ceci devait être abordé, c'était dans l'esprit, comme devant... il fait apporter les éléments scientifiques permettant de discuter et de prendre part à la controverse sur ces points. Donc c'était une optique très, très, très avancée. Ça a disparu, mais d'autres choses très intéressantes ont été mises bien sûr à la place. Donc, voici pour les contenus. Bon, mais on peut enseigner des contenus à plat. Peut-on leur donner une dimension éducative, c'est-à-dire aller plus loin que le simple enseignement de connaissances? Eh bien, j'ai déjà évoqué le cadre commun, le socle commun de connaissances et de compétences. Et si je prends le pilier 3, qui est le pilier consacré à la culture scientifique et technologique, les capacités, c'est l'extrait que vous avez vu tout à l'heure sur l'approche expérimentale, mais prenons maintenant dans cette compétence le volet attitude. Là, l'enseignement scientifique doit viser aussi à développer l'esprit critique, la distinction entre le prouvé, le probable et l'incertain, c'est quand même ambitieux, la prédiction et la prévision, la situation d'un résultat et d'une information dans son contexte. Bon. L'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques, la conscience des implications éthiques de ces changements. On est quand même bien sur un questionnement aussi des valeurs. Et puis, bien sûr, l'aspect responsabilité, sécurité, c'est autre chose. Mais c'est écrit dans le programme. C'est-à-dire qu'on demande aux professeurs d'aborder ces questions-là en construisant ces attitudes. Pour développer un petit peu, mais de façon non exhaustive, il y a à côté de ce pilier scientifique une autre compétence dont le titre est « Se préparer à sa vie de citoyen » et qui, bien entendu, n'est pas à part,
mais qui doit irriguer aussi tous les autres domaines. Les élèves devront être capables de jugement et d'esprit critique. Savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d'un discours, c'est assez intéressant par rapport aux controverses, et distinguer un argument rationnel d'un argument d'autorité. C'est donc savoir aussi situer, par exemple, un scientifique dans sa position d'acteur ou un politique, etc. Ça, c'est quand même très, très important. Être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. La capacité d'évaluer les conséquences de ces actes, la volonté de résoudre pacifiquement les conflits, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans une démarche de développement durable, voire de stratégie gagnant-gagnant, etc. Bon, et bien sûr, avoir le sens de sa responsabilité par rapport aux autres. Voilà. Donc, la dimension éducative est quand même dans les textes très développée. Le lycée ne va pas aussi loin, bien qu'il explicite aussi des attitudes. Les nouveaux programmes de sciences les explicitent tout à fait clairement quand même. Mais l'approche par compétence en elle-même est une approche éducative. Si l'on prend les fondements de la compétence en résumant un peu, une compétence, c'est une propriété de la personne qui l'acquiert, c'est une référence, une propriété, et c'est destiné à être transféré et adapté. Bon. Et en même temps, transféré et adapté dans les sphères professionnelles, publiques et privées. On est donc bien ici dans quelque chose qui est totalement transposable aux situations. Même si l'on construit cette éducation sur un support autre que celui, par exemple, des biotechnologies ou des innovations, c'est une propriété de l'individu qui doit être transposable à d'autres situations. Enfin, il est clair que ce que l'on cherche à faire, c'est à aborder ces questions-là dans l'école avec, c'est un mot peut-être exagéré, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, avec une forme de laïcité. C'est-à-dire qu'il est clair que tout ce qui est débat et controverse, l'école n'a pas à prendre position, les professeurs non plus. Et donc on demande clairement aux professeurs de savoir séparer leur vie privée de leur vie professionnelle et de se placer en position de régulateur de débat et non pas en position d'apporter des réponses. Bon, je passe sur l'optique. Vous voyez que c'est une optique qui est quand même très généralisée dans l'enseignement, puisqu'à la subdivision ancienne biologie, ou avant biologie animale, végétale, géologie, mais même biologie et géosciences. Maintenant, le programme de lycée est subdivisé en 3 thèmes, Terre dans l'univers, la vie et l'évolution, corps et santé, c'est une problématique, et puis enjeux planétaires contemporains. Montrer en quoi la discipline participe à l'appréhension rigoureuse de grands problèmes auxquels l'humanité d'aujourd'hui se trouve confrontée. C'est-à-dire que l'optique, le sens de l'enseignement doit permettre aux élèves de décoder le monde moderne. Mais ce qui est évident, c'est qu'une des conséquences, c'est qu'il faut aussi décloisonner les disciplines, parce que les grandes questions de société ne s'abordent pas à travers une seule discipline, mais impliquent obligatoirement de confronter les points de vue et les approches. Tout ceci concerne, je dirais, les formes d'enseignement traditionnelles, les cours, ou les travaux pratiques, si vous voulez. Mais il faut voir qu'en plus, dans l'école, se développent et sont inscrits dans les programmes un certain nombre de moments, de temps, qui ne sont pas des temps d'enseignement de type cours. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le programme de 6e, étude d'une transformation alimentaire, il est préconisé de le faire par un travail sur dossier. Alors pour rentrer un petit peu dans un détail pédagogique, un professeur astucieux sur un thème, comme par exemple l'agriculture productiviste, biologique ou raisonnée, peut très bien couper sa classe en 3, faire construire 3 dossiers différents et après susciter un débat. Et là, on prépare à la controverse et le professeur n'est pas celui qui dit « ça c'est mieux que cela », mais qui est celui qui simplement se place en position de régulateur de débat, amène les élèves à s'écouter les uns les autres, à argumenter, à répondre, à se répondre les uns les autres. Et ceci paisiblement. On est donc bien là dans, en plus, un processus pédagogique qui a sa valeur éducative. Et puis il y a bien entendu tous les enseignements transversaux pluridisciplinaires. Alors, c'est peut-être un vocabulaire abscon pour vous. En seconde ont été introduits ce qu'on appelle les enseignements d'exploration, méthodes et pratiques scientifiques par exemple, dans lesquels il y a un travail essentiellement documentaire, des expérimentations, on travaille avec les mains, on le fait, et autour de thèmes qui sont par exemple sciences et aliments, sciences et cosmétologie, sciences et investigations policières. C'est-à-dire des domaines qui touchent aussi aux biotechnologies, on fait rentrer extrêmement facilement. Et puis il y a bien sûr les TPE en classe de première, où là on demande aux élèves de produire expérimentalement un certain nombre de choses par eux-mêmes, qui là donnent à la fois l'approche de la science et la possibilité, et c'est fréquent, de travailler sur quelque chose qu'on va appeler
de façon un peu ambitieuse aussi des biotechnologies, mais assez proche parce que c'est pratique, c'est assez facile de faire des manipulations en classe sur un certain nombre d'organismes simples. Donc tous ces cadres sont des cadres inscrits dans les horaires, mais en plus certains établissements font des projets un peu plus grandioses. Je vous en cite juste un qui est en train de se développer et qui s'appelle Génome à l'école, en partenariat, dans lequel on va pratiquer du séquençage de gènes en mettant en réseau 19 établissements et avec un premier travail actuellement qui est sur la diversité génétique du populus. Donc on travaille en même temps la biodiversité, etc. Et il y a un projet sous-jacent qui serait peut-être de faire un peu de génomique du sol. Vous imaginez ce que ça peut être comme potentiel que d'avoir des récoltes de sol, une étude de génomique un peu dispersée sur le territoire. L'avantage est énorme. C'est-à-dire que là, les élèves font de la science pour de vrai. Ils ne sont plus dans le simulacre ou comme Anagène que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, ce logiciel adapté. Ils sont dans de la science pour de vrai. Ils sont intégrés dans un projet sur la durée. Ils le font en contact de scientifiques eux-mêmes qu'ils rencontrent. Donc on peut espérer que là aussi, il y ait une vision réaliste de la science et une véritable aussi imprégnation, un véritable dialogue. Donc, nous essayons dans l'école de pratiquer une approche de la science pour préparer les citoyens à être lucides, éclairés, à l'éclairer, et à comprendre également la contribution de la science, ses limites, ses incertitudes, en s'appuyant sur la pratique. Et puis, il y a d'autres domaines qui peuvent contribuer à cette approche éducative. Troisième point, c'est ce qu'on appelle dans notre langage, dans notre jargon, les éducations A. Alors, on peut mettre ce qu'on veut derrière. On a éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, au développement durable, au risque, aux médias, j'en oublie. Vous voyez au premier regard qu'il y a recouvrement entre ces différentes éducations. C'est l'esprit qui joue. Mais sinon, met simplement un coup de projecteur sur deux d'entre elles. L'éducation au développement durable. En gros, très rapidement, les objectifs sont de sortir de la feuille, pour se démarquer de ce qu'on appelait avant l'éducation à l'environnement, de passer une approche qui ne soit pas seulement de défense et qui amène à prendre en compte la complexité, c'est-à-dire classiquement les aspects sociaux, économiques, environnementaux, culturels, qui apprennent à comprendre la diversité des acteurs dans leurs intérêts, qui amènent à travailler à différentes échelles, du local au global, ou inversement, et qui amènent à raisonner sur des temps longs, sur différentes échelles de temps, et en particulier sur le temps long. Bon. Voilà, en gros, l'objectif d'éducation au développement durable. Mais surtout, ce à quoi l'on aboutit, c'est qu'une fois que les élèves ont appréhendé le complexe, fondamentalement, c'est leur faire prendre conscience du fait que le complexe est en grande partie indéterminé. Ce n'est pas une relation linéaire de cause à effet. Il y a toujours de l'indétermination et de l'incertitude. Mais que d'autre part, quand on est dans un processus de développement, de toute façon, il faut avancer, il faut prendre des décisions. Que déjà, ne pas prendre une décision est en soi une décision. C'est-à-dire que s'il y a indétermination, il y a obligatoirement choix. Il y a choix, décision, et ce choix, on en assume les responsabilités, on en assume les conséquences, on en est responsable. C'est-à-dire qu'on a véritablement, et on rejoint un peu la science et le doute, complexité, indétermination, choix, responsabilité, c'est vraiment un ensemble unique. Hein. Et l'optique dans laquelle l'école travaille, c'est enseigner, éduquer au choix. Comment fait-on pour choisir, et non pas enseigner des choix, toujours ce principe un peu de laïcité. Il est évident que dans le cadre de cette éducation au développement durable, des questions touchant aux biotechnologies et à la biologie moderne viennent très rapidement sur le terrain dans le cadre de thématiques comme les ressources énergétiques, on l'a vu avec les biocarburants, ou nourrir les hommes. Il y a donc un lien, je passe une représentation graphique de ceci, et c'est l'éducation au développement durable. Vous demandez peut-être comment s'articulent ces éducations A avec le reste de l'enseignement. Eh bien, elles sont inscrites dans les programmes, c'est-à-dire que ça s'appuie d'abord sur les contenus enseignés. Elles sont développées aussi autour de projets. Vous avez aussi, par exemple, Génome à l'école. Et surtout, cette éducation-là implique que les élèves aient une participation active, c'est-à-dire qu'ils soient mis eux-mêmes en position d'agir, de décider, ou de prendre des positions citoyennes. L'éducation au risque. Un des intervenants hier a dit qu'il faut absolument ouvrir sur les approches statistiques. Quelle meilleure approche aux statistiques que le risque? Parce que dans le risque, vous avez fondamentalement l'aléa, qui peut ou ne pas l'événement qui se produit ou pas, sur la base de statistiques et de probabilités, donc un certain degré de prévision ou de prédiction selon les contextes. Vous avez les enjeux.
Et puis également le fait que pour un même événement, la réaction ne sera pas l'effet ne sera pas forcément le même en fonction de la vulnérabilité. Donc, cette réflexion sur le risque, qu'on va retrouver également d'ailleurs autour de la santé, c'est quelque chose qui amène à penser les innovations, puisqu'une innovation, c'est toujours, on le voit bien avec les OGM, il y a une petite part de risque. Le risque, on ne doit pas confondre avec le danger, parce que le risque, c'est toujours assez connoté. Et c'est donc cette éducation au risque, un des buts, c'est d'apprendre les élèves à se familiariser avec ce risque dans une société du risque, comme vous le disiez. Apprendre à décider malgré les incertitudes et à se familiariser avec les idées de prévention, de précaution, etc. et de les interroger. Et puis, bien entendu, là, je m'arrêterai, mais il y a aussi l'éducation aux médias, dans lesquels, comme objectif, il y a savoir saisir et actionner l'information, exercer son esprit critique, etc. Et tout ceci se croise parce qu'effectivement, dans le domaine du développement durable ou des biotechnologies, on est sur des secteurs qui sont fortement médiatisés. Et donc, oui, tous ces éléments-là interfèrent les uns avec les autres, mais on peut penser qu'un élève qui suit une scolarité normale ne peut pas ne pas être exposé à au moins l'une de ces approches à un moment ou à un autre de sa scolarité, et même plusieurs fois, et selon des angles différents. Alors, finalement, il me semble qu'il est important de bien comprendre. C'est peut-être là encore que le changement de paradigme que ça implique dans l'école n'est pas tout à fait totalement à 100% accepté, mais on peut enseigner et éduquer en même temps. On enseigne des contenus, mais la façon dont on construit ces contenus a une valeur éducative en soi. Tout dépend de la façon dont on le fait. Mais surtout, l'éducation s'inscrit sur un temps long. C'est là que je différencierais le mot d'éducation d'autres mots, qui sont le mot, par exemple, information, ou le mot sensibilisation. Sensibilisation, on déclenche un processus. Information, on donne quelque chose de brut. L'éducation, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps long et surtout qui implique une réelle appropriation par la personne. L'éducation ne l'impose pas. L'éducation, ça se construit de l'intérieur. C'est aboutir à une véritable évolution des représentations. Et on peut espérer que cette éducation aura quelque chose de durable. Et c'est bien le but de l'école. C'est pas qu'en sortant de l'école, le futur citoyen ait abandonné toute idée. Pour conclure, voici une représentation que m'avait fournie un collègue grec travaillant sur l'éducation et le développement durable, où à la pyramide de gauche, assez classique, du développement durable, l'environnemental, le social et l'économique, rajoutait une autre pyramide par en dessous en disant c'est celle-là qui soutient le développement durable. Pour qu'un développement durable soit durable, il doit s'appuyer sur des technologies. Alors, on vient de parler de biotechnologie, parce que ce sont effectivement des technologies qui peuvent apporter des solutions concrètes, mais ces technologies sont très dépendantes aussi de la gouvernance, puisque si l'on n'impulse pas les systèmes, rien ne se passe. Et en même temps, tout ceci repose sur l'éducation, puisque l'éducation, c'est aussi ce qui peut pousser la gouvernance dans un certain sens, et c'est ce qui aussi permet de comprendre et d'utiliser les technologies. Je crois que c'est peut-être la transition avec la table ronde, éclairer les choix des citoyens, les décisions du politique, parce qu'on a à la fois la gouvernance et la biotechnologie. Je vous remercie.